Il y a une question que le tribunal de grande instance qui aura la charge de réjuger ou encore de traiter le dossier des massacres du 28 septembre 2009 devrait réellement se poser. Quel droit le juge Tounkara a-t-il utilisé pour rendre le verdict rendu le 31 juillet 2024? Cette question suffira à démanteler les vices qui se trouvent dans le jugement de première instance du tribunal de Dixine. Et c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, comme d'habitude. Un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Une sortie médiatique de Maître Berete, avocat de Marcel Guilavogui, ou l'un des avocats de Marcel Guilavogui, nous révèle encore des défaillances dans le jugement du tribunal de première instance de Dixine ayant eu la charge du dossier, encore du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et ça devrait susciter une grande question, une question que le tribunal de deuxième instance, on appelle, devrait se poser si ce tribunal veut vraiment aboutir à la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009. La question, quel droit le juge Tounkara a-t-il utilisé pour rendre son verdict? C'est la simple question. Avançons. En effet, il existe deux types de droits applicables dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Il y a le droit national de la Guinée ou encore le droit international à base du statut de Rome. Soit on utilise le droit national, soit on utilise le droit international. Ça dépend de ce que la situation nous présente. Est-ce que la situation nous présente les faits? Est-ce que la situation nous présente les crimes de guerre? Est-ce que la situation nous présente des crimes contre l'humanité? Donc, tout ça, ça va faire en sorte que nous puissions savoir quel droit utiliser. Le juge devrait juger soit selon le droit national de la Guinée, soit selon le droit international à base du statut de Rome, dont la Guinée est bien signataire. La première requalification des faits imposait l'utilisation du droit national, car nous étions dans les faits et non dans les crimes contre l'humanité. Mais qu'avons-nous constaté? Qu'avons-nous constaté pendant ce procès des massacres du 28 septembre 2009, depuis l'instruction jusqu'au bout? Premièrement, le juge Tounkara a bien mené le débat sur les faits et non sur les crimes contre l'humanité, selon donc l'ordonnance de renvoi ayant renvoyé les prévenus devant le tribunal. Dans l'ordonnance de renvoi, on ne parlait pas de crimes contre l'humanité, mais dans l'ordonnance de renvoi, on parlait des faits. Ça, c'est la première des choses que nous constatons. Nous sommes donc ici dans les textes de droit national de la Guinée et non dans les textes du droit international basé sur le statut de Rome. Avançons. Or, dans le droit national, il y a les faits avec possibilité dans les peines d'une période de sûreté, contrairement au droit international. Je reviens, j'explique. Dans le droit national, on traite des faits. Et dans les peines du droit national,
il y a la possibilité de pouvoir accorder à une personne condamnée une période de sûreté. Cette période de sûreté, c'est une période pendant laquelle la peine de la personne ne peut pas être revue ou encore accorder quelques mesures à la personne. C'est clair. Donc, dans le droit national, il y a la possibilité d'une période de sûreté pour un condamné. Mais dans le droit international, il n'y a pas de possibilité d'une période de sûreté pour un condamné. Troisième point. Le verdict est rendu selon l'ordonnance de renvoi qui renvoie les prévenus devant le tribunal et non selon d'autres considérations qui ne font pas partie de l'ordonnance de renvoi, car c'est à base de l'ordonnance de renvoi que le tribunal juge les prévenus. C'est comme si quelqu'un a porté plainte contre vous parce que vous lui aurez volé un poulet, mais lorsqu'on rend le verdict, vous n'êtes pas condamné pour vol de poulet, mais vous êtes condamné pour vol d'un mouton ou encore d'un œuf. Ça ne peut pas passer. À moins qu'il y ait une autre plainte qui dit que cette personne m'a volé un mouton, ou cette personne m'a volé un pain, ou encore cette personne m'a volé un œuf. Le jugement se fait à base de l'accusation. L'accusation est portée dans l'ordonnance de renvoi. Dans l'ordonnance de renvoi, concernant le procès des massacres du 28 septembre 2009, on ne parlait pas des crimes contre l'humanité, mais on parlait des faits. Voilà pourquoi les prévenus devaient être jugés selon le droit national. Alors, quelles sont les incohérences que nous trouvons dans le verdict rendu par le juge Tunkara, lesquelles incohérences devraient être regardées à la loupe par le tribunal de deuxième instance. 1. Nous allons prendre le cas, un seul cas, nous allons prendre le cas de Claude Pivy. 1. Il a été condamné à perpétuité alors que personne d'autre ne l'a été. Pourquoi? Pourquoi? Était-il l'organisateur de ces massacres? Était-il l'acteur principal de ces massacres? Était-il le concepteur de ces massacres? En tout cas, nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas que les massacres du 28 septembre 2009 avaient été organisés par Claude Pivy. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Claude Pivy va avoir la plus lourde peine. Il y a un problème. Certains diront c'est parce qu'il s'était évadé et qu'il a été rattrapé qu'on lui donne cette sanction-là. Nous disons non. On ne peut pas condamner quelqu'un pour des motifs qui ne concernent pas le procès auquel la personne a participé. Non, ça ne marche pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Claude Pivy s'était échappé, mais il ne s'était pas échappé seul. Claude Pivy n'était pas parti seul. Claude Pivy s'était évadé avec d'autres personnes. Mais on n'a pas collé une sanction de l'évasion à ces autres personnes qui s'étaient évadées avec Claude Pivy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, que ce n'est pas pour ça que Claude Pivy a eu la perpétuité. Et puis, il y a déjà une instruction sur l'évasion. Il faudra peut-être attendre un procès. Donc, on ne peut pas condamner Claude Pivy pour l'évasion alors qu'on n'a pas encore eu un procès sur l'évasion. Ça, c'est une
chose que le tribunal de deuxième instance devra déjà regarder avec des gros yeux, avec des lunettes, des jumelles. Deuxième problème. Deuxième incohérence. Claude Pivet a été condamné pour crime contre l'humanité. Donc, c'est le droit international. Alors qu'il a été jugé pour des faits. Donc, droit national. Donc, on l'a écouté, on l'a entendu avec le droit national, mais il a été condamné avec le droit international. Il y a un problème. Un grand problème. Comment se fait-il que le droit international lui accorde encore une période de sûreté? Alors que la période de sûreté ne se trouve que dans les dispositions du droit national. Aucune disposition du droit international n'accorde une période de sûreté. Comment donc Claude Pivet se retrouve condamné pour crime contre l'humanité, donc avec le statut de Rome, mais on lui trouve quand même une période de sûreté alors qu'il n'y a aucune disposition dans le droit international faisant allusion à une période de sûreté. Troisième incohérence. Il a été entendu, ou le juge a entendu les prévenus selon les faits. Donc, droit national, mais il les condamne pour crime contre l'humanité, donc droit international. Quel droit a-t-il utilisé? Les juges de la deuxième instance, pendant donc le procès en appel, devraient commencer par se poser la question de savoir quel droit le juge Tounkara a-t-il utilisé pour son jugement, droit national ou droit international. Si c'est le droit international, pourquoi les gens n'avaient pas été notifiés qu'ils étaient entendus pour crime contre l'humanité? Si c'est le droit national, pourquoi donc on va les condamner à base du statut de Rome? Chers amis, les bêtises de Tounkara ne seront-elles pas rattrapées pendant le procès en appel? Quel droit donc le juge Tounkara a-t-il utilisé pour rendre son verdict? Voilà les deux questions que nous vous laissons et pour lesquelles nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.